Bonsoir. La dernière fois, nous avons parlé avec le commandant Cousteau de la protection de la nature et de la protection de la vie. Ce soir, j'ai invité quelqu'un que les Français connaissent bien, le professeur René Dumont. Le professeur René Dumont, ça a été le premier candidat écologiste dans l'histoire de la France. Et puis, c'est aussi le célèbre agronome de la faim. René Dumont, le professeur René Dumont est un expert de réputation internationale qui est très souvent appelé en consultation dans tous les pays du monde à propos du développement économique et du développement agricole. Et puis aussi, avec nous ce soir, Florence Schall, journaliste, pour nous aider à animer notre entretien. La première question sera simple et pour Monsieur Dumont. En 1974, vous étiez donc déjà présent à l'élection présidentielle, mais en 1974, l'écologie, c'était quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, la classe politique en tient compte. Alors, est-ce que vous pensez que... Expliquez-moi pourquoi vous soutenez le candidat Brice Lalonde. Il est de plus en plus important de défendre les problèmes écologiques, non pas seulement à l'échelon de la France, mais à l'échelon de la planète entière. La situation va en s'aggravant, les périls nous menacent de plus en plus. Et si on ne fait pas attention, si on développe notre type aberrant de civilisation, on va à une catastrophe planétaire. Oui, mais enfin, aujourd'hui, l'écologie, c'est un problème qui est pris en compte par tous les partis politiques. Enfin, j'ai même vu Haroun Tazieff et Alain Bombard soutenir François Mitterrand dans le cadre de cette même campagne. Alors, pourquoi vous êtes là? Moi, je dirais tant mieux. Je dirais tant mieux. D'ailleurs, je crois que on n'aurait peut-être pas eu de la part des autres candidats et des partis politiques autant d'attention portée aux problèmes écologistes s'il n'y avait pas eu de candidature écologiste. Donc, ça veut dire que les candidatures écologistes sont au moins utiles. C'est qu'elles attirent l'attention des Français et des partis politiques sur des problèmes extrêmement importants. D'ailleurs, je me souviens, c'est vrai qu'en 1974, à part René Dumont, personne ne parlait d'écologie. Je me souviens à l'époque, l'énergie. Nous étions les seuls à en parler. Aujourd'hui, évidemment, tous les Français savent qu'il y a une crise de l'énergie. Et l'énergie est une question cruciale, y compris dans cette élection-ci. De la même manière, l'agriculture, de la même manière, les problèmes de consommation, les problèmes d'urbanisme, les problèmes de protection de la nature. Tant mieux, tout le monde en parle. Simplement, ce que je voudrais pas, si vous voulez, c'est que les partis politiques ne parlent d'écologie qu'à l'occasion des élections. C'est souvent un défaut des partis politiques. Vous savez, on parle des jeunes tous les 7 ans, on parle d'écologie tous les 7 ans. Moi, j'aimerais bien qu'ils aillent à l'essentiel, vraiment. Vraiment l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, je crois que c'est vraiment la croissance. Tous les gros partis, même quand ils parlent d'écologie, ne vont pas jusqu'au bout. Ils oublient de dire qu'il faut remettre en cause l'idée de la croissance pour la croissance. Parce que la croissance, c'est quoi? C'est un petit peu comme si vous vouliez sans cesse fournir une machine folle, emballer l'économie, sans jamais vous poser la question du but. Pourquoi cette croissance? C'est ça, je crois, l'essentiel. L'écologie, c'est pas mettre un peu de vert sur ses affiches, c'est pas rajouter un chapitre à un programme politique, c'est réécrire tout le livre d'écologie. Oui, mais enfin, quand même, vous ne pensez pas gagner cette élection présidentielle. Alors, est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression d'être, comment dire, mis en avant par certains grands candidats pour faire perdre des voix à leurs adversaires? Qu'il y ait des manœuvres autour de l'écologie, ça c'est vrai et je les dénonce. Mais il faut bien qu'on se rende compte en France que l'écologie n'a rien à voir avec la politique politicienne. Regardez le paysage politique en France. La seule force politique nouvelle qui soit apparue en France depuis 10 ans, c'est le courant écologiste. Et c'est un courant qui est né absolument en dehors des partis. Il est né d'associations, de gens, de citoyens français qui luttaient sur des choses extrêmement importantes et qui, progressivement, se sont aperçus que ces problèmes relevaient d'une nouvelle politique. C'est déjà quand même la 5e force de France, l'écologie. Aux élections européennes, il y a 1 an, les écologistes ont obtenu près d'1 million de voix. Ça commence quand même à compter. Et puis, les manœuvres dont vous parlez, c'est vrai, il y en a eu. Moi, j'étais écœuré vraiment par toutes les calomnies que j'ai pu lire dans la presse de la part des partis politiques. On a dit de nous que nous étions payés par les pétroliers. Voilà. Eh bien, parce que nous sommes contre le nucléaire. Mais évidemment, c'est faux. Nous n'avons pas d'argent, nous sommes payés par personne. On a dit de nous que nous avions des relations avec la mairie de Paris. Ça, c'était les municipales de 77. On a dit de moi, par exemple, que j'avais travaillé avec Michel Debré. Je ne sais pas, moi, quand je regarde l'âge que je devais avoir à cette époque-là, j'avais 15 ans peut-être. On a dit de moi... Et on dit aujourd'hui que vous êtes un sous-marin du Giscard d'Estaing. Oui, mais on a dit d'abord que je roulais pour la gauche. Et maintenant, on dit, ça y est, c'est un sous-marin du Giscard d'Estaing. Eh bien, c'est scandaleux, c'est écœurant, ça. Les signatures, par exemple. On a dit qu'on avait reçu des signatures uniquement comme ça de l'UDF et que c'est grâce à l'UDF que les écologistes sont présents. Il faut que les Français sachent que sur les 500 signatures de maires, il y a 450 signatures de non-inscrits.
Et on peut le vérifier dans le journal officiel. Tous les Français peuvent l'acheter et le voir. Et parmi ces signatures de maires qui ne font pas de politique, il y a, je ne sais pas moi, des communes comme Saint-Prix-et-la-Prune où il y a des déchets radioactifs qui doivent être placés. Il y a des municipalités autour de l'usine de La Hague. Enfin, vraiment des gens qui savent pourquoi ils parlent d'une candidature écologiste. Restent 50 maires qui, eux, sont membres de partis politiques. Eh bien, je peux dire qu'ils sont membres de tous les partis politiques. C'est-à-dire qu'il y a des maires du Parti communiste, il y a des maires du Parti socialiste, il y a des maires de l'UDF et du RPR qui ont parrainé la candidature écologiste. Eh bien, je les remercie. Et je dis tant mieux qu'il y ait des maires qui soient démocrates dans les partis politiques, qui ne respectent pas les consignes et qui disent, comme tous les Français, c'est normal qu'il y ait une candidature écologiste. Bon, d'accord. Alors vous dites que vous êtes indépendant, vous dites que vous êtes une 5e force politique. Et puis je dis même plus, on a dit, nous, allez, ils sont divisés, il va y avoir plusieurs candidatures écologistes. Regardez ce qui se passe actuellement en France. Vous avez plusieurs candidatures de gauche, plusieurs candidatures de droite, mais il n'y a qu'une candidature écologiste. Et puis nous, quand on parle à toute la France, et pas simplement à une moitié de France. Bon, ok. Mais vous dites aussi, nous on a un programme, on ne veut pas seulement être la page verte, on veut réécrire tout le livre, c'est ce que vous venez de dire, je crois. Oui. Enfin, il y a une chose dont vous ne parlez jamais, en tout cas, et qui manque à un programme, c'est les relations internationales, les problèmes internationaux. Ben écoutez, c'est parce qu'on ne nous pose pas la question, c'est surtout pour ça. Mais je vous pose la question. Donc, eh bien, non, en réalité, l'écologie, elle est née même sur une réflexion internationale. Quand les premiers scientifiques ont alerté l'opinion sur l'écologie, ça a été d'abord une réflexion planétaire. C'était les livres du Club de Rome, et on disait... Nous sommes embarqués sur le même bateau, nous sommes sur une petite planète dont les ressources sont limitées. Nous devons la gérer en commun. Et puis c'est vrai, on se rend bien compte que l'écologie ignore les frontières. Par conséquent, non, c'est d'abord une réflexion internationale. Et le mouvement écologiste lui-même, toutes les associations qu'il y a partout, c'est un mouvement international dont les relations sont extrêmement nombreuses. Par exemple, en Europe. Nous sommes, nous écologistes, tout à fait favorables à l'Europe parce que on se rend bien compte que lorsqu'une pollution du Rhin, par exemple, lorsque les mines de potasse d'Alsace rejettent du sel dans le Rhin, ce sont les Hollandais ensuite qui vont boire. On voit bien que ça ignore les frontières. Et puis tous les écologistes européens se connaissent. Nous sommes vraiment favorables à l'Europe. Et puis nous disons d'ailleurs, elle est toujours en crise, cette Europe. Pourquoi est-ce que les hommes politiques n'ont pas été capables de la bâtir, cette Europe, cette vraie Europe? Oui, mais enfin les relations internationales... Actuellement, ce n'est pas seulement un problème de croissance, on a la possibilité d'une 3e guerre mondiale, peut-être un jour, c'est l'équilibre difficilement maintenu entre les États-Unis et l'URSS. Alors qu'est-ce que vous dites, vous, là-dessus, écologiste? Eh bien, nous, on dit qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, et que c'est vrai qu'il y a un problème Est-Ouest, c'est vrai, mais que le principal problème, sans doute, en matière de relations internationales, c'est plutôt Nord-Sud. Nous avons vu ça pour un certain nombre de raisons, parce que quand on parle, par exemple, du pillage des ressources naturelles, bon, on s'aperçoit que c'est surtout les pays riches qui pillent les ressources naturelles. Et que quand on regarde le poids d'un Américain par rapport au poids d'un paysan de la Haute-Volta, évidemment, l'Américain consomme une partie beaucoup plus grande d'énergie de la planète, de minerais de la planète, laisse des déchets beaucoup plus que le paysan de la Haute-Volta. Par conséquent, là déjà, en matière écologique, on voit l'extraordinaire... le problème numéro 1, qui est cette différence énorme, cette distance de plus en plus grande entre les pays riches et les pays pauvres. Et puis même, quand on parle de protection de la nature, on s'aperçoit malheureusement que dans le tiers-monde, il y a des choses très graves qui se passent. En Amazonie, on va défricher des zones immenses de forêts, et ce sont des multinationales européennes qui le font. Et puis le Sahel, tout le monde connaît le Sahel, et le Sahel, c'est le désert qui avance de 5 à 10 km par an. Par conséquent, il y a vraiment des problèmes écologiques, ils sont aussi dans le tiers-monde. Alors, c'est vrai que l'Est-Ouest, ça existe, mais c'est surtout dans le tiers-monde, d'ailleurs, que ça se passe et que cette rivalité s'exerce. Et c'est surtout parce que nous faisons des bêtises dans le tiers-monde qu'ensuite, par exemple, d'autres peuvent s'y installer. Je crois que c'est ça, la véritable question. Si je me souviens bien, en 1974, René Dumont, c'était aussi un thème de votre campagne. Ce qui compte maintenant, c'est l'axe Nord-Sud. Les rapports Nord-Sud... Vous croyez que les choses n'ont pas changé un peu depuis? Les rapports Nord-Sud se sont aggravés depuis ces 7 dernières années. Les cultures d'exportation ne cessent pas d'augmenter aux dépens des cultures vivrières. Le déficit alimentaire du tiers-monde ne cesse d'augmenter. Et avec elle, la malnutrition qui entraîne des dizaines de millions de morts. Quand on entend parler de petites revendications à notre échelle et qu'on voit les dizaines de millions de morts de l'autre côté, on trouve ridicules nos petites revendications. En 1980, le monde a récolté 1,5 milliard de tonnes de céréales pour 4,5 milliards d'habitants. C'est largement assez pour donner à chacun une ration correcte. Mais plus du tiers de cette quantité de céréales, plus de 500 millions de tonnes, ont été données au bétail des pays riches.
le bétail est solvable parce que nous avons de l'argent pour acheter la viande. Alors on se gave de viande et ce faisant, on ôte le blé, le maïs et le riz de la bouche des pauvres. Ça nuit à notre santé, peut-être pas assez, mais si ça continue, où allons-nous? En l'an 2000, nous serons, nous les pays développés, 20% de la population mondiale. Si nous sommes de plus en plus riches et de plus en plus gavés et de plus en plus obèses, et si de l'autre côté les 80% de pauvres sont de plus en plus affamés, où allons-nous? On dépense 500 milliards de dollars pour les armements, pour préparer la destruction de la planète. On accapare les cerveaux les plus intelligents, les ressources les plus rares. Pour cela, de l'autre côté, 19 milliards d'aides au tiers-monde. Cette aide qui n'est qu'une contrepartie très partielle de ce pillage du tiers-monde. Alors qu'est-ce que vous dites? Ce qu'il faut faire, c'est aider le tiers-monde. Mais non, aider le tiers-monde jusqu'à présent, ça n'a pas abouti à des situations. Ce qu'il faut, c'est cesser de piller le tiers-monde, d'avoir une croissance qui, chaque fois qu'on demande à augmenter la croissance, tous les partis nous demandent d'augmenter la croissance, ça augmente le pillage du tiers-monde. Prenons le minerai de fer, un cas très simple. En Lorraine, il y a encore 1 milliard de tonnes de minettes de minerai de fer dans le sous-sol de la Lorraine. Les puits sont là, le matériel est là, les hommes étaient là, on les a chassés, on les a mis en chômage. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est moins cher de faire venir le minerai de fer de Mauritanie, de Libéria ou du Brésil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sous-paye le minerai de fer que nous achetons au tiers-monde et qu'on lui surfacture les équipements et les services que nous lui vendons. Par conséquent, notre croissance dont on est si fier, et simplement, chaque fois qu'on demande à augmenter notre croissance, on augmente le pillage du tiers-monde. Et cette croissance aboutit à quoi? À la civilisation urbaine délirante. Mais chez nous, cette civilisation urbaine exige qu'on ait de plus en plus de voitures pour se déplacer de plus en plus loin. Mais dans le tiers-monde, c'est beaucoup plus grave. On ruine les paysans, on les chasse des campagnes, on les entasse dans les bidonvilles. Et alors là, nous revenons des bidonvilles d'Amérique latine, c'est quelque chose d'effroyable. La planète des bidonvilles, a écrit Bernard Granotier, le mal-développement, ce n'est plus le sous-développement, c'est le mal-développement. C'est-à-dire qu'il y a une croissance en Amérique du Sud très importante, mais pour qui? Une croissance pour les riches. Et les riches actuellement en arrivent à exiger qu'on cultive des quantités de canne à sucre, non plus pour nourrir les gens, mais pour faire de l'alcool, pour faire rouler leur bagnole. C'est un scandale. Bon, enfin oui, c'est un scandale, mais enfin, si j'ai bien compris, Brice Lalonde, avec René Dumont, vous dites il faut cesser de piller le tiers-monde, et pour ça, il faut que nous, pays riches, nous cessions de gaspiller et de réduire notre train de vie. Mais est-ce que vous croyez vraiment que les Français vont accepter cela? Mais oui, bien sûr, parce que réduire le gaspillage, c'est vivre mieux. Ce n'est certainement pas baisser son train de vie. Non, au contraire. D'ailleurs, pourquoi croyez-vous que nous faisons souvent campagne avec les associations de consommateurs? C'est parce que les consommateurs savent bien cela. Réduire le gaspillage, c'est avoir une vie qui est moins chère, c'est dépenser moins, c'est avoir des choses qui durent plus longtemps. Mais prenez un exemple, la voiture. Tout le monde reconnaît que les voitures qui sont construites aujourd'hui durent moins longtemps que les voitures qui étaient construites auparavant. Alors on se demande quand même si vraiment le progrès consiste à avoir des voitures qu'il faut jeter au bout de 2 ans. Non, et puis même les voitures qui consommeraient moins. La voiture, la fameuse voiture qui consomme 3 litres au 100, celle-là, elle est dans les projets de nos ingénieurs, mais malheureusement, elle n'a pas été construite. Les transports en commun dans une ville, là encore, s'il y avait des transports en commun qui étaient bien développés, eh bien, on ne serait pas condamné à prendre sa voiture et à dépérir dans les embouteillages. C'est-à-dire que là encore, en gaspillant moins, on se déplacerait mieux, c'est-à-dire qu'on vivrait mieux. L'électroménager, c'est un peu la même chose. L'électroménager, c'est quand même quelque chose d'important pour notre niveau de vie, ça nous aide à vivre mieux, mais ce sont souvent des appareils et des ustensiles qui se détraquent très très rapidement et qu'on ne peut pas réparer. Il y a tellement de choses que l'on produit que l'on ne peut pas réparer, qu'on est obligé de jeter, qu'il y a un gaspillage inouï. Je regarde aussi d'ailleurs l'agriculture, là encore, parce que ça c'est très directement lié au tiers-monde. Je vois de plus en plus dans nos marchés, on fait venir des produits du tiers-monde, ça coûte d'ailleurs cher, et puis en le faisant venir du tiers-monde, ça veut dire tout simplement qu'on va prendre des terres agricoles qui étaient destinées à la nourriture des gens qui habitaient dans le tiers-monde. Alors on va prendre cette terre agricole pour nous nourrir nous, et dans le même temps, on voit qu'on est obligé de jeter nos choux-fleurs et nos légumes. Ah, c'est absurde quand même. Oui, mais enfin, on a besoin des ressources naturelles du tiers-monde et on a aussi besoin de leur vendre nos produits finis et semi-finis. C'est ça le problème. Mais pas n'importe lesquels. Mais pas n'importe lesquels. Mais très certainement qu'il doit y avoir des échanges. Mais les échanges doivent être utiles aux deux parties. Et actuellement, ce n'est pas ce qui se passe. Je crois très certainement qu'il faut développer de multiples formes de coopération avec le tiers-monde. Et pas seulement d'ailleurs sous forme d'échanges commerciaux. Il y a la coopération scientifique et technique, il y a le jeu des organismes internationaux. Mais ce qui me frappe le plus quand je regarde la coopération se faire, c'est que très souvent, là où c'est le plus intéressant, là où c'est le plus utile, ce ne sont pas les États
qui le font. Ce sont des associations. Regardez des associations en France comme Frères des Hommes, comme Tiers des Hommes, comme la CIMAD, qui est un organisme protestant, comme le Comité catholique contre la faim et pour le développement. C'est très utile parce que c'est très concret. Oui, ils leur apprennent à creuser des puits pour aller chercher l'eau moins loin. Et les femmes qui portent sur la tête l'eau et le bois sur des dizaines de kilomètres, on peut leur apprendre à faire des charrettes attelées avec une paire de bœufs. Mais là où c'est utile, enfin, je crois que c'est ça le fondement même du développement, c'est qu'on puisse le faire par soi-même. Et ce type de coopération est un type de coopération qui aide les gens du tiers-monde à se développer par eux-mêmes, à être libres. C'est ce que nous appelons l'éco-développement, c'est-à-dire un développement autonome. C'est ça dont le tiers-monde a besoin le plus, je crois. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aider le tiers-monde de cette façon suffira à garantir la paix dans le monde, puisque c'est quand même de ça dont il est question? Je crois qu'il y a une chose qui est plus importante que tout, qui est vraiment très grave en France. C'est que la France, actuellement, alors qu'il y a 50 millions de personnes qui meurent de faim chaque année dans le monde, la France vend des armes. La politique de la France actuellement est livrée aux marchands de canons. J'ai honte de le dire, mais la France est devenue actuellement le premier vendeur d'armes par tête d'habitant. 11 milliards de nouveaux francs chaque année, dont 10 milliards vendus au tiers-monde. C'est un autre scandale. Oui, c'est absolument inadmissible, vraiment, et pour tout citoyen français, ça devrait être quelque chose qui, du fond du cœur, devrait provoquer un sursaut d'indignation. Il faut reconvertir les usines d'armement. C'est non seulement inadmissible actuellement, mais en plus c'est absurde. Ça contribue, bien entendu, à accroître toutes les causes de guerre et tous les déséquilibres. En outre, c'est parfaitement absurde, même du propre point de vue de nos intérêts, du point de vue de notre défense. Regardez ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps au Tchad. Nous avions, nous, vendu des armes à la Libye. Et lorsqu'ensuite nous nous retrouvons dans un conflit de ce genre face à la Libye, nous nous retrouvons nous-mêmes face à des armes que nous avons vendues. Nous vendons actuellement, par exemple, une marine de guerre ultramoderne à l'Arabie Saoudite, et nous n'avons même pas les moyens de nous la payer nous-mêmes, si je puis dire. Je crois qu'il faut faire très attention, c'est vraiment vendre la corde avec laquelle on peut être ensuite pendu. Il faut arrêter la politique de vente d'armes de la France et reconvertir les usines d'armement. C'est une priorité. D'autant plus que, sous prétexte de vendre des armes, on va lier et soutenir des régimes militaires, des dictatures sanglantes. On fait n'importe quoi. Quand je voyage dans le tiers-monde, souvent on me dit « La France, c'est le pays de 1789. La France, c'est le pays de la liberté. » Eh bien, cette image, de plus en plus, elle est ternie actuellement à cause de cette politique de vente d'armes. Moi, je veux que la France, et que l'image de la France dans le monde, ce soit le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté. L'écologie, c'est aussi ça.